Et bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter ce que je mange, comment je le mange et pourquoi pendant mes randonnées. C'est parti! Alors, comme vous le savez maintenant, j'ai pris le parti pour mes randonnées d'être le plus possible en autonomie et en itinérance. Donc, il a fallu, quand la question s'est posée de savoir ce que j'allais manger et comment j'allais le manger, que je tienne compte de ces deux paramètres qui forcément allaient influencer sur ce que j'allais prendre dans mon sac à dos. Donc, la première chose, comme je suis en itinérance, c'est d'essayer d'être le plus léger possible. Alors comme vous le savez déjà, j'ai fait ou je ferai, ça dépend à quel moment vous regarderez cette vidéo, une autre vidéo sur le matériel que j'emporte et pourquoi est-ce que j'arrive à un poids en moyenne entre, allez, on va dire 18 et 20 kg dans mon sac à dos. Donc malgré tout, la nourriture fait partie des éléments que moi je peux choisir et qu'il faut que je fasse le maximum attention pour éviter de me surcharger. Donc, on a le choix entre deux choses principales. Soit on prend une alimentation traditionnelle, ce qu'on a l'habitude de prendre, ce que je prends aussi pendant les randos sur une journée, voire 2 journées quand on fait un bivouac avec la famille ou les amis, mais que c'est la voiture qui porte, qui consiste à prendre qu'on a l'habitude, un saucisson, du fromage, du jambon, du pain, enfin voilà, des fruits secs aussi également. Bon, donc ça c'était une alimentation que moi j'appelle dite normale, traditionnelle, qu'on a l'habitude d'emporter quand on va faire des randos. Le seul inconvénient que j'ai pu y trouver quand il a fallu que je réfléchisse, c'était, enfin pas le seul inconvénient, il y en a plusieurs d'ailleurs. Le premier, c'était que pour moi, quand j'ai comparé, c'était quand même quelque chose qui était assez lourd. Donc pour ma première grosse rando, entre guillemets, qui était donc au fil du Verdon, je partais pour 10 jours de marche. Et au départ, je m'étais fixé 10 jours d'autonomie. Donc il fallait que j'emporte dans mon sac à dos pour 10 jours de repas, matin, midi et soir. Bon, il s'avère que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Mais dans l'état de préparation, c'est comme ça que je le voyais. Donc, prendre du saucisson, du jambon, du gruyère, enfin voilà, ce genre d'alimentation qu'on a l'habitude de mettre dans le sac à dos, pour 10 jours, je trouvais que c'était principalement le premier inconvénient, c'était le poids. Voilà, ça prenait beaucoup de place dans le sac à dos et en plus, c'était assez lourd. Le deuxième inconvénient, enfin, je ne vais pas les lister comme ça, mais autre inconvénient, c'était le fait que ce soit périssable. Pendant 10 jours, mangeais du gruyère. À la fin du 10e jour, avec le gruyère au fond du sac, avec la chaleur et compagnie, j'ose même pas imaginer l'état du gruyère, ni l'état de mon sac à la fin du périple. Donc c'est vrai que ça, c'était un inconvénient, c'est que bon, dans la durée, j'étais pas persuadé que ça pourrait tenir correctement. Un autre point un peu désagréable avec cette alimentation-là, c'est le fait que ça a des odeurs. Alors c'est vrai qu'il existe des sacs étanches dans lesquels on peut glisser toute notre alimentation pour éviter que les odeurs ne se diffusent, mais bon, j'en ai pas. Et pour 10 jours faire plein de petits sachets, je trouvais ça assez contraignant. Donc l'odeur, parce que l'odeur attire les animaux, et par exemple si on mange du pain ou quoi juste à côté de sa tente, ça a tendance à faire revenir tous les petits insectes qui risquent après de rentrer dans notre sac
de bousiller la nourriture qu'on a dans les sachets, enfin voilà. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de contraintes avec cette alimentation-là. Ensuite, donc comme vous aurez pu le voir, j'ai pas fait ce choix de cette nourriture-là, mais finalement c'était une bonne chose, dans le sens où je me suis rendu compte sur la deuxième rando que j'ai fait, les 65 km, j'étais parti pour 24 heures, je les ai fait un peu moins, en 21 heures je crois, c'est que je me suis rendu compte lors de cette rando-là qu'après avoir fait un gros effort pendant assez longtemps, pendant plusieurs heures, j'avais faim, mais par contre manger solide était difficile. Manger du pain, ça passait pas, le saucisson ne passait pas. J'ai ça dans la bouche, je mâche pendant un quart d'heure, mais j'arrive pas à déglutir. À part, je crois que j'avais mangé du gruyère parce que c'est le gras du gruyère qui a fait que ça glissait, et de l'eau, bon voilà, mais sinon l'alimentation solide a du mal à passer pour moi quand j'ai fait un effort. Alors vous allez me dire que quand je fais du rando sur plusieurs jours, je ne fais pas le même effort que quand je sais que je pars sur une journée. C'est une évidence. Mais bon, voilà. Donc toujours est-il que c'est une alimentation qui est un petit peu plus difficile à passer pour moi en cas d'effort. Donc autant ne pas prendre de risques. Voilà. Par contre, il y a eu un avantage à avoir ce type d'alimentation, si on décide de choisir ce type d'alimentation, c'est que grosso modo, même si on prend pour 2-3 jours d'autonomie, on peut prévoir sur le parcours de passer sur des alimentations dans des villages où il y a des alimentations, des magasins d'alimentation sur lesquels on va pouvoir se ravitailler. Donc on va pouvoir recharger pour 2 ou 3 jours et ainsi de suite, cheminer pas à pas. L'avantage pour moi, enfin pas l'avantage, mais l'intérêt pour moi d'être en itinérance, c'est justement, et en autonomie, c'est de ne pas avoir à subir, si on peut dire ça comme, si je peux dire ça comme ça, les inconvénients et les contraintes d'être lié tous les jours ou tous les 2 jours, d'arriver dans un village, d'être sûr d'être à la bonne heure où les magasins sont ouverts, de pouvoir faire mes courses, enfin voilà. Ce sont des contraintes pour lesquelles j'ai pas voulu, sur lesquelles j'ai pas voulu m'appuyer quand j'ai décidé de partir faire mes randonnées. Et donc, techniquement, je ne voulais pas faire ça. Mais si, pour X raison, on décide de partir pour 2-3 jours avec un saucisson, du jambon, du gruyère et du pain, ben on se dit que tous les 2-3 jours, il va falloir qu'on repasse dans un magasin pour se ravitailler pour 2-3 jours et ainsi de suite. Et ça se réfléchit directement lorsqu'on fait notre parcours, lorsqu'on fait notre trace de randonnée. Voilà. Hormis cette alimentation-là, donc en randonnée, l'autre façon de s'alimenter, c'est généralement le plus utilisé, c'est les sachets lyophilisés, les repas dits lyophilisés. Alors, l'avantage de cette alimentation-là, ben c'est tout ce que je vous ai donné comme étant pour moi un désavantage par rapport à l'alimentation normale, ça devient un avantage pour le repas lyophilisé. C'est-à-dire, le premier avantage, c'est que c'est très léger, d'accord? Alors, je ne sais pas, celui-là pèse poids net 130 grammes pour un repas à l'équivalent de 550 kilocalories. Donc, on va dire que pour un rapport calories-poids, c'est génial, ça pèse rien et c'est facile à préparer. L'autre avantage aussi, c'est que ce n'est pas périssable. J'ai des sachets que j'ai emportés et que je n'ai pas consommés, je les ai utilisés 6 mois après et c'était toujours là. Donc ça veut dire que sur une rando, même si vous partez sur 10, 15, 1 mois, le sachet, vous le mettez au fond du sac et vous savez que dans 1 mois, il est toujours bon. Voilà, il n'y a pas cette problématique de savoir si ça va tenir sur la distance. Donc ça, c'est quand même un avantage non négligeable. Un autre avantage, c'est quand même le fait que ce soit facile à ranger, enfin principalement facile à ranger dans le sac à dos. C'est des sachets qui sont tout mous, on peut les plier, bon voilà. L'inconvénient que moi j'ai trouvé quand je suis parti pour ma randonnée au fil du canal du Midi, c'est que j'étais parti pour 14 jours, oui à peu près 14 jours, et ça tenait quand même beaucoup de poids, pas de poids, pardon, de place.
Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais ouvert tous mes sachets comme ça et j'avais transvasé les repas directement dans des petits sachets plastiques que j'avais roulés, bien fermés pour éviter que ça s'ouvre dans mon sac à dos. Et j'avais juste rapporté le chiffre correspondant à la quantité d'eau à mettre pour réhydrater pour savoir comment restituer le plat. Voilà. Mais donc ça a quand même cette facilité-là de pouvoir se ranger, de pouvoir se rouler, et ça tient beaucoup moins de place qu'un pavé de gruyère ou qu'un saucisson ou qu'une baguette de pain. Donc ça reste quand même aussi un intérêt et un avantage. Autre avantage de ces genres d'alimentation-là, c'est que ça n'a pas d'odeur. Donc dans le sachet, c'est bien fermé, c'est bien hermétique, et donc ça, vous pouvez le laisser dehors, par terre ou quoi que ce soit. Il n'y a pas forcément d'animaux qui vont être attirés par l'odeur de votre alimentation. Donc c'est quand même assez intéressant aussi pour les insectes. Moi perso, pour la rando au fil du canal du Midi et même au fil du Verdon, le sac à dos n'était pas forcément dans ma tente avec moi, donc je le laissais sous l'abside et donc posé par terre, alors sur une bâche pour l'humidité, mais par terre quand même. Donc il laissait la possibilité aux insectes de pouvoir rentrer. Avec cette alimentation-là, normalement, il n'y a pas de problème. Autre avantage que moi j'y ai trouvé, c'est que comme c'est basé sur de l'eau, d'accord, on rajoute de l'eau pour réhydrater nos plats. Si par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, que l'alimentation après l'effort, j'ai du mal à la faire passer, si je vois que ça passe pas, rien m'empêche de rajouter de l'eau de manière à pouvoir faire passer le plat, et en même temps l'apport d'eau supplémentaire m'apporte une hydratation supplémentaire, donc c'est pas dérangeant. Et au moins je suis sûr que même si c'est après un effort assez important, j'arriverai toujours à manger et à m'alimenter et donc du coup à reprendre des forces. Donc ça, c'est pas négligeable non plus sur la gestion de l'effort sur plusieurs jours, une semaine, 10 jours, enfin voilà. Donc du coup, c'est assez intéressant. L'autre avantage par rapport à l'alimentation traditionnelle, c'est que j'ai vu des randonneurs dans d'autres vidéos et compagnie qui mangeaient en fait, qui prenaient des plats style une boîte de cassoulet ou quoi pour se faire plaisir, et franchement il n'y a pas de mal à ça, mais qui faisaient réchauffer ou cuire directement dans leur popote. Moi je ne suis pas très fan de ça, dans le sens où la gestion de l'eau, je ne sais pas où je vais dormir, et donc je ne sais pas si je vais avoir suffisamment d'eau pour faire ma vaisselle ou quoi. La gestion de l'eau est aussi une question importante. Donc je préfère que ma popote ne soit uniquement réservée à faire chauffer de l'eau, aussi bien pour les plats que pour le café, pour le thé, peu importe, mais la popote me sert uniquement à chauffer de l'eau. L'avantage avec ça, c'est que je sais que ma popote va chauffer mon eau, je la mets dedans, dans le sachet, et en fait c'est le sachet qui me fait office de plat. Donc ça, je sais, une fois que c'est sale, c'est fini, je le jette. Ma popote, je la fais sécher, je repars, elle est propre. Donc j'ai pas besoin de me soucier d'avoir plus d'eau pour faire la vaisselle, ou alors de devoir m'arrêter quand je marche parce que je vois un point d'eau pour nettoyer, enfin voilà, non, j'ai pas à réfléchir à ça, je fais chauffer, je mange, une fois que c'est fini, je jette et je range ma popote et c'est fini. De ce côté-là, c'est pareil, c'est plus pratique pour moi, ma façon de fonctionner. L'inconvénient par contre qu'on a si on décide de partir sur une alimentation comme ça pour plusieurs jours, c'est en cas de problème, peu importe, le sachet s'ouvre, enfin, en cas de problème, c'est que pour trouver des sachets lyophilisés pour se ravitailler, pour après prendre sur plusieurs jours, c'est un peu plus compliqué, à moins de traverser une ville où vous avez des magasins de sport qui en vendent aussi. Donc voilà, le ravitaillement est un poil plus délicat à s'organiser et à prendre en compte sur plusieurs jours. Donc ça, à la limite, si jamais demain je pars en me disant je vais manger du liot et que j'ai un problème, je changerai un peu mon fusil d'épaule et puis je repartirai sur acheter une baguette de pain, du jambon, enfin voilà. Ça fait partie des aléas à gérer sur la randonnée. Mais sur le principe, le ravitaillement sur ces genres de plats-là est un petit peu plus difficile selon où on marche. Alors après, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette marque-là? La première raison, elle est simplement que chez ce fournisseur-là, chez MX3, il y a pas mal de choix de plats différents. Alors après, bon, il y a du bio, il n'y a pas du bio, enfin voilà, ça, je ne regarde pas forcément ce genre de paramètres-là, mais ça existe aussi, enfin voilà, donc chez eux, il y a des plats bio ou pas bio.
J'ai fait des tests avant de partir, puisque je ne connaissais pas du tout ces plats-là. J'ai fait des tests par rapport à d'autres marques, donc je suis allé acheter chez Decat. J'ai pris 2-3 plats qu'il y avait, voilà. J'ai essayé de retrouver les mêmes plats que j'avais pris chez Decat chez eux, pour pouvoir comparer véritablement à plats identiques quelle était la différence. Est-ce qu'il y en avait qui étaient plus consistants que d'autres, plus salés que d'autres, qui tenaient plus au corps que d'autres, enfin voilà. Donc j'ai pris les deux pour comparer. Et j'ai racheté, alors je crois que j'avais pas trouvé forcément les mêmes plats, mais bon, c'est pas grave, sur un site où ils vendent que du lyophilisé, mais de toutes les marques en fait, ça regroupe toutes les marques qui vendent du lyophilisé. Et donc j'avais essayé de prendre une autre marque pour tester, donc j'avais 3 marques différentes avec des plats qui étaient sensiblement similaires. Et il s'avère que sur la durée, c'est-à-dire qu'en termes de goût, est-ce que ça me tenait vraiment au corps le plus longtemps possible? Est-ce que j'avais rapidement faim après ou pas? Bon, c'est chez eux que j'ai décidé de m'arrêter. Et je vous dis, c'est chez eux aussi que j'ai trouvé le maximum de plats différents, de choix différents de plats, pour pouvoir, si on souhaite, partir avec sur 10 jours d'autonomie et pas manger tous les soirs par exemple le même plat. Alors moi je sais que tous les matins plus ou moins j'étais parti dans l'idée, après ça a changé, mais parti dans l'idée de manger tous les matins le même petit déjeuner, ça ne me dérangeait pas. Tous les midis je prenais le même plat aussi, en général c'était un taboulé. Par contre le soir pour manger chaud, parce que le soir j'aime bien manger chaud, j'avais pris quasiment 10 plats différents pour être quasiment tous les soirs sur un plat différent. Voilà. Donc MX3 m'a permis de pouvoir faire ça et me diversifier dans l'alimentation au quotidien. En plus, si mes souvenirs sont bons, je crois que l'entreprise est en France. Donc du coup, ben, ça va, c'est pas trop mal non plus. Donc mon choix, c'est pourquoi c'est porté sur MX3 et sur le lyophilisé, ben voilà, c'est pour ça. Donc plus grande diversité de repas, facile à transporter, non périssable, pas d'odeur, voilà. Et donc le seul truc c'est que voilà, si jamais demain il m'en manque, ben, pour le ravitaillement c'est plus compliqué. Alors une fois qu'on a décidé, enfin une fois que j'ai décidé de partir avec du plat lyophilisé, un paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est que tous ces plats doivent être réhydratés avec de l'eau. Donc pour ça, ben, c'est pas compliqué. Moi je suis parti avec la popote que j'avais déjà depuis longtemps, que j'utilise à chaque fois que je vais en rando. Donc pour ma part, une petite bouteille de gaz, une popote dans laquelle, je vous le répète, je mets que de l'eau dans la popote, je fais chauffer mon eau et je me sers du sachet qui fait office d'assiette de plat. On met l'eau dedans, on referme, on attend que ça se réhydrate, que ça gonfle, on mélange et on mange. Pour ceux qui ont vu les vidéos sur ma rando au fil du canal du Midi, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour pallier à la problématique du volume que les sachets lyophilisés prennent malgré eux, hein, même si on les roule bien, mais bon, ils prennent quand même du volume. J'avais pris tous ces sachets que j'avais transvasés dans des petits sachets zippés. Et donc là, pareil, le sachet zippé ne faisait plus office d'assiette comme celui-là, d'accord. Et donc l'avantage que j'ai dans cette grosse popote, alors qui est grosse, hein, c'est une popote pour 2 personnes. Mais moi, je fonctionne avec celle-là parce que je l'ai et que j'avais pas besoin d'en racheter une autre. L'avantage que j'y ai trouvé, c'est que ça me permet de mettre une assiette dedans, voilà, ce genre d'assiette-là. Et donc, c'est dans cette assiette-là que je réhydratais mon plat, mon sachet. Je ne le faisais pas directement dans la popote, je le faisais ici. Donc je mettais ma poudre, mon eau, je mettais le couvercle de ma popote par-dessus, ce qui permettait d'être assez étanche pour garder la chaleur, et je mangeais directement là-dedans. Alors pourquoi ne pas l'avoir fait dans la popote? C'est toujours pareil. Celle-ci, si je ne la lave pas de suite, ça a tendance à sécher, à coller, à accrocher. Et je ne me trimballe pas avec une éponge pour nettoyer tout le temps mes repas. Donc c'est un peu compliqué parce que celle-ci accroche vachement une fois que la nourriture est sèche dedans. Alors que là-dedans, ben, la matière fait que non, pas du tout. Même si je fais ma vaisselle, je mange le soir, je fais ma vaisselle le lendemain midi et en fait ça part super bien.
Donc plus pratique pour moi pour manger là-dedans. Donc une petite assiette, hop, plus une fois que c'est fait, je la replie. Et elle a exactement le même diamètre que ma popote. Donc c'est super pour ranger, c'est super pratique. Et facile. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, hop. Voilà, je range tout. Voilà, un peu volumineux, un peu gros. C'est une popote pour 2 personnes. Hein. Mais voilà, assez me permet de tout mettre dedans et j'ai plus rien à mettre ailleurs dans mon sac à dos. Je sais où tout se trouve. Donc, super pratique. Voilà, donc la gestion en fait qu'il faut bien garder en tête, c'est la gestion de l'eau. Enfin pour moi, hein, c'est forcément tout ça, il faut avoir de l'eau. Et donc, comment est-ce que moi je fonctionne pour l'alimentation en eau, l'hydratation? Quand j'ai fait ma première rando au fil du Verdon, si vous avez vu dans les vidéos, que j'étais parti sur, j'avais une bouteille, il me semble, ou un camelback, je ne me rappelle plus. Et j'avais un filtre, un petit filtre, le Mini Sour, et qui me permettait en fait de prendre de l'eau n'importe où, de la filtrer, de remplir ma gourde ou mon contenant. Il me semble que c'était une bouteille, je ne sais plus. Et l'inconvénient de ça, alors on m'avait prévenu, c'est que le filtre est vendu avec une petite poche à eau qui est avec un pas de vis, donc le trou déjà est pas bien gros, donc pour remplir c'est un peu long et un peu galère. Et en plus, la poche en elle-même est plastifiée, elle est un petit peu de cette même matière-là. Et donc à force de la prendre, de la presser pour faire passer l'eau dans le filtre pour la filtrer, je l'ai percé. Et j'ai même pas tenu les 10 jours, au bout de, je sais plus, mais au bout de 5-6 jours, je commençais déjà à avoir des trous. Donc c'est vrai que la poche vendue avec ce mini-filtre est pas terrible. Donc on m'avait dit d'acheter une poche à eau, donc c'est l'équivalent d'un camelback d'une autre marque, qui se zippe en haut, donc il y a une grande ouverture, et en dessous, qui a un pas de vis sur lequel on peut venir visser le filtre. Et soit on boit directement au filtre, alors en mettant le tuyau directement sur l'extrémité du filtre, on n'a plus qu'à aspirer l'eau pour elle se filtre et on la boit directement. Ou alors, moi j'avais eu le problème, c'est qu'avec ce filtre-là, ben, si on n'a pas d'eau, on n'a rien à filtrer. Et j'étais parti dans mon idée, alors ça c'est une erreur que j'ai faite moi, que j'ai compensée sur le canal du Midi, mais j'étais parti sur l'idée que en fait j'aurais pas de problème de contenant d'eau, de contenance, et en avant je trouverais bien de l'eau pour la boire et pour la filtrer au fur et à mesure. Il s'avère que deux fois de tête, peut-être même un peu plus des fois, j'avais pas d'eau à filtrer et donc du coup j'avais ma ration de flotte, mais qu'il a fallu que je fasse super attention de pas trop en boire, pas trop la vider rapidement pour mes plats, pour mes petits déj et compagnie. Donc quand j'ai décidé de repartir pour le canal du Midi, j'ai cherché à changer comment gérer mon eau. Et grâce aux vidéos que j'ai fait sur le Verdon, en fait, j'ai rencontré Dom qui, elle, propose des gourdes filtrantes. Voilà, donc celle-ci, en l'occurrence. Donc j'ai fait une vidéo le jour où je l'ai reçue, quand je l'ai déballée pour vous la présenter. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc ça, c'est une gourde Purity, qui en fait une gourde filtrante, vous la remplissez, il y a un filtre dedans et vous pouvez boire directement. Donc ça c'est la gestion, on va dire plus ou moins comme si j'avais mon filtre, je remplissais grâce au filtre un contenant et je bois dans ce contenant là. L'avantage de ça c'est qu'il y a une petite contenance, je crois que de tête, j'ai plus les caractéristiques, mais je crois qu'elle fait un demi-litre ou un peu plus d'un demi-litre. Bon, après, une fois qu'il y a le filtre dedans, la quantité d'eau est moindre forcément. Mais bon, enfin, ça permet d'avoir un petit stock d'eau non propre. Donc l'avantage, quand je suis parti pour le canal du Midi, j'ai choisi de prendre mon camelback pour l'eau propre, uniquement l'eau propre. C'est-à-dire que si je trouvais un robinet où je savais que l'eau était potable, je le remplissais. 2 litres, 2 litres 5. Bon, la poche fait 2 litres 5, mais avec 2 litres, je m'en sors. Donc, c'est 2 kilos, hein, voilà.
Et avec la gourde filtrante, en fait, je m'en suis servi n'importe où. Chaque fois que je voyais de l'eau, je la remplissais. Donc sur la journée, je me servais uniquement de la gourde filtrante. Et le soir, uniquement pour le soir et le matin, je me servais de l'eau propre, potable, que j'avais dans ma poche. Ça me permettait de ne pas avoir à salir ma poche avec de l'eau non potable dans la journée. Je me servais de la gourde directement. Et l'eau potable uniquement dans la poche propre me servait, quand j'arrivais le soir, à me faire un petit thé pour me réhydrater, à faire mon plat du soir, à boire un petit coup avant la nuit. Généralement mes 2 cafés du matin avant de partir, sinon je décolle pas. Et à la base, j'étais parti pour prendre un petit déjeuner aussi le matin. Bon, après, vous le verrez dans les vidéos, j'ai pas forcément pris des petits déjeuners tous les matins, mais quoi qu'il en soit, si j'avais besoin de déjeuner, si j'en sentais le besoin, il fallait que je puisse le faire. Donc j'avais par défaut l'eau nécessaire pour faire ces 2 repas-là, le soir et le petit déjeuner, au moins 2 cafés le matin, un thé et un café pour le soir quand j'arrivais. Voilà. Donc ça, j'essayais de me débrouiller avec ces 2 litres-là, contenus dans ma poche. Et le reste de la journée, je gérais uniquement avec la gourde filtrante. Donc chaque fois que je voyais de l'eau, je remplissais. Si elle n'était pas vide, je la vidais, ça me permettait de m'hydrater. Je repartais avec ma gourde, je savais que j'étais plein pour quelques heures, je pouvais tenir tranquillement. Voilà, donc j'ai pris ce roulement-là, à différence du Verdon, où en fait avec mon filtre, je remplissais ma bouteille, ou mon camel, je ne sais plus, et en fait j'avais qu'un seul contenant d'eau pour la journée, mais aussi pour le soir. Et quand je me suis fait un peu avoir que je marchais le soir et j'avais plus moyen de remplir, de filtrer de l'eau, pour le soir et pour le petit déjeuner pour le matin, voilà, psychologiquement c'est pas pareil quoi. Quand je me suis retrouvé dans les basses gorges du Verdon et que je devais passer toute la journée dans la chapelle, là-haut j'avais pas d'eau, je me suis retrouvé avec 2 litres pour faire ma soirée où je suis arrivé, la journée que j'aurais dû passer, plus le lendemain le départ. Et là avec 2 litres d'eau, ça aurait été compliqué. Bon, il s'avère que ça s'est pas passé comme ça, mais je ne savais pas que j'allais pouvoir procéder autrement. Mais quand je suis arrivé le soir et que quand j'ai ouvert le sac, j'ai vu que j'avais juste une petite quantité d'eau pour tenir finalement plus d'une journée. Voilà, ça faisait quelques jours que je marchais, la fatigue aidant, ça fait un peu stresser pour rien inutilement. Voilà. Alors que là, techniquement, j'aurais pu avoir un contenant supplémentaire, j'aurais pu prendre de l'eau n'importe où si j'en trouvais. Je sais qu'avec la gourde, je vais pouvoir être un petit peu plus tranquille et autonome. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour de la présentation de ce que je mange, quand, comment, pourquoi. Alors, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, hein. Je vous présente juste ma façon de procéder. Pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à procéder ainsi? Parce qu'à la base, je partais comme tout le monde avec un bon vieux saucisson, un bon morceau de gruyère et un bon bout de pain. Mais voilà, sur une rando de 1 jour, 2 jours, après ça dépend, si on a la voiture à côté, c'est pareil, hein. Si on fait en étoile, on part le matin, on rentre le soir, on est à la voiture, on repart ailleurs, enfin voilà, c'est pas pareil. Là, je parle vraiment des conditions dans lesquelles je me suis retrouvé, puisqu'on m'a demandé comment est-ce que j'avais fonctionné pour mon alimentation, dans les circonstances dans lesquelles je me suis trouvé. Quand je suis parti, donc la première fois au fil du Verdon, pardon, donc je suis parti j'étais parti pour 240, finalement j'ai fait 260 parce que je me suis fait un petit aller-retour sur Quinson. Je vous laisse aller voir la vidéo pour savoir pourquoi. Donc là c'était 10 jours de marche, voilà. Et au fil du canal du Midi, je partais pour, si mes souvenirs sont bons, 270 ou 280 km, puisque je partais de Toulouse, j'allais non pas jusqu'à l'étang de Thau, mais jusqu'à Sète. Et je faisais un aller-retour entre les deux, donc ça me rallongeait de 2 jours et quelques kilomètres en plus. Donc voilà pourquoi j'ai opté dans ces conditions-là de randonnée pour de l'alimentation, certes pas super gastronomique, mais super pratique. Voilà.
Le seul petit inconvénient, si je peux rajouter un petit inconvénient par rapport au repas lyophilisé, c'est que c'est pas donné. C'est vrai que ça représente vite un budget sur des randos. En moyenne, je crois que sur les sachets que j'ai commandés pour le canal du Midi, je suis en moyenne à 5 euros. Certains sont un petit peu moins chers, d'autres sont un petit peu plus chers. J'essaye toujours de choisir mes plats sur un équilibre, on va dire, entre apport calorique et poids et prix. J'essaye de me tenir sur ces trois paramètres-là, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, donc voilà comment je mange, voilà comment je m'hydrate. Pourquoi? Donc si jamais vous avez des questions, si jamais, voilà, n'hésitez pas à m'écrire, je répondrai très volontiers. Je devrais vous préparer d'ici prochainement une vidéo sur ce que je prends dans mon sac et ce que j'ai décidé de prendre dans mon sac pour 2020. Alors c'était mal parti, j'avais prévu de le prendre pour avril pour mon départ de ma rando au fil du chemin urbain 5 de Nasbinal à Avignon. Mais bon voilà, comme vous le savez, c'est tombé à l'eau. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo de ce que j'ai dans mon sac comme matériel. Pourquoi j'ai choisi ce matériel-là, comment je l'ai choisi et du coup pourquoi est-ce que j'en arrive à marcher avec presque 20 kg sur le dos à chaque fois. Mais ça reste quand même du plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt et puis marchez bien. Au plaisir.